donc, j'avais écrit ce livre et puis je voulais que les gens le lisent. Donc, j'avais accepté toutes les invitations à en parler, et ce qui m'a amené à 200 conférences en une Waouh. année autour d'un livre qui disait « La maladie est un sens ». Et c'est moi qui suis tombé malade. Et c'est ça Et qui donc, t'a fait réfléchir. Là, tu ne pouvais plus que passer à j'étais l'action pour coincé. ne J'étais coincé parce que je me suis dit, bon, ok, pourquoi es-tu tombé malade? Alors clairement, c'était parce que j'étais épuisé, que j'en avais fait trop, que bon. Donc, je me suis dit, ok, pourquoi es-tu épuisé? Bah, parce que j'ai dit oui à tout le monde, parce que j'ai voulu en faire trop pour exister, pour gagner de l'argent, pour être reconnu, pour qu'on lise mes livres. Ah, cet ego. Bon, il ne faut pas le tuer, mais il faut le dompter. Alors, je me suis dit, si ce n'était pas ton ego qui prenait toute la place là, en tout cas cet ego affairé, agité, si tu laissais diriger l'essence de l'être en toi, qu'est-ce qui se passerait? Ben, clairement, la réponse est venue. D'abord, je partirais en Égypte vivre pendant plusieurs mois, ce que j'ai fait. Je suis parti et j'ai écrit mon livre Confidence d'un homme en quête de cohérence, où je racontais cette réflexion, comment être cohérent entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Mmh. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on est cohérent qu'on est juste, parce que parfois on pense pas juste, alors on dit ce qu'on pense pas juste et on fait pas juste. Ouais. Mais on est cohérent et ça marche parce que l'énergie est bien alignée. Hein, c'est un outil de vie, la cohérence, ça Mmh. aligne tout. Alors je suis parti en Égypte, j'ai écrit ça, et puis il y avait une autre idée qui a surgi immédiatement. Je me suis dit, très bien, j'étais à l'hôpital paralysé, et je réfléchissais à ça et l'idée était là. C'était plutôt que moi tout le temps voyager et faire venir à moi, créer Mmh. une école. Mais l'école, ça c'était 2009, elle n'a existé qu'en 2015 Ouais, parce que je ne me sentais pas légitime. c'est ça. Je ne me sentais pas légitime pour créer une école que je savais qui serait d'emblée psychologique et spirituelle. Mmh. Et je crois qu'il faut vraiment beaucoup d'éthique, beaucoup d'espace intérieur, beaucoup d'amour aussi pour accompagner les gens dans un chemin Mmh. spirituel. Et donc, je n'étais pas sûr que j'étais capable de ça. Et je crois que je ne l'étais pas au moment où je me posais la question. Je ne le suis peut-être toujours pas aujourd'hui, mais enfin aujourd'hui j'ose. Mais parce que en 2012, quand finalement j'ai publié ces confidences d'un homme en quête de cohérence, euh, j'ai décidé d'ouvrir l'école, mais avant de partir en retraite. Mmh. Et je suis parti en retraite, ça devait durer 6 mois. J'avais des économies, j'avais tout programmé pour 6 mois ne pas travailler, écrire. J'avais envie d'écrire parce qu'écrire pour moi c'est une façon de poser la C'est ça, pensée, de les de intentions, digérer, ouais. etc. Et d'assimiler les choses. Mmh. Mais à peine j'ai voulu commencer à écrire, qui était un livre qui allait être très spirituel parce qu'il parlait du silence intérieur que j'avais entendu d'une façon comme ça un peu mystique, mais très forte et très bouleversante. Et en fait, j'essayais d'écrire avec mon mental, avec des concepts, et ça passait pas. Et j'ai vraiment lutté contre moi-même, c'est-à-dire j'ai vraiment senti ce mental qui voulait passer en force avec une volonté absolue et l'âme qui disait non. Et j'ai vécu ce qu'en spiritualité on appelle une nuit noire de Mmh. l'âme. Ouais. C'était horrible. C'était Mmh. horrible et ça n'a pas duré 6 mois, ça a duré 2 ans et demi. Mmh. Et ça a été 2 ans assis sur une chaise. Et Mmh. pendant 2 ans, je me levais le matin, je me forçais à aller essayer d'écrire, et je restais toute la journée, et j'avais rien écrit le Mmh. soir. Mmh. Et je faisais rien d'autre. Mmh. Je m'entêtais à le faire, et je voyais que je ne pouvais pas m'empêcher, mais il y a une partie de moi qui le voyait. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre, en tout cas avec mes mots et ma façon de le vivre, la différence entre ma personnalité et l'âme, je dirais même l'essence de l'être, la conscience, l'esprit qui voit. Et l'esprit voyait que la personnalité était entêtée. Mais l'âme souffrait parce que pendant ce temps-là, la vie n'était plus là. Il y avait Ouais. quelque chose qui était bloqué. Et j'ai lâché, mais il a fallu quand même presque 1 an et demi, 2 ans pour que je Ouais. lâche. Je ne regrette pas, parce qu'aujourd'hui, je connais le chemin pour C'est lâcher. ça. Mais vraiment, je dis non, arrête, arrête, ça ne passe pas comme ça. Essaye de voir les croyances qui t'emmènent là-dedans, vois tes peurs, vois comment cette personnalité occupe tout l'espace et essaye de la dompter pour la mettre au service de plus grand qu'elle, au C'est service ça. de cette vie qui est en nous.
Oui, oui. Et c'est comme ça que tu as finalement ouvert ton école en 2015. Et en Oui. 2021, alors que tu avais écrit La posture juste en 2020, tu as changé justement le nom de l'école qui était l'école de la présence thérapeutique vers Oui. l'école de la posture juste. Là Oui. aussi, il y a eu. Oui, en fait, il y a eu le nom École de la présence thérapeutique, il venait de, tu sais, cette école, elle est née comme ça, en quelques heures. Mhm. Vu, j'ai tout mis sur papier, mis sur un site internet, c'est pas moi qui l'ai fait, mais quelqu'un a bien mis ça sur un site internet. J'ai envoyé une newsletter, parce qu'il y avait à l'époque, je crois, 11 000 abonnés sur ma newsletter, et j'ai reçu 700 demandes pour venir. Wow. Et moi, je pensais faire des classes de 20 et je me disais, c'est pas possible de recevoir 700 personnes. Donc, j'ai pris 60 personnes sur les 700. Et je me suis laissé guider par ce que je ressentais en lisant la lettre de motivation, etc. C'était peut-être subjectif, mais voilà, je me suis dit, je vais cheminer 3 ans avec ces gens. Eh bien, voilà, je choisis ces 60 personnes. L'année prochaine, il y aura de nouveau une possibilité de s'inscrire, puisque chaque année, on peut entrer dans ce programme de 3 ans. Et en fait, le nom, la présence thérapeutique s'est imposé à ce moment-là parce que l'idée était vraiment d'adresser l'école aux soignants Oui, de tous bords, c'est ça. de la médecine conventionnelle, infirmiers, médecins, kinés, psy, mais aussi des médecines non conventionnelles, alternatives et ou complémentaires, et jusqu'aux chamans et aux praticiens du Reiki. Oui. Et je trouvais ça formidable que ces gens soient réunis, et c'est d'ailleurs magnifique de voir dans toutes ces classes, on a des professeurs de chirurgie et des gens qui s'agitent autour du corps des autres avec des plumes, hein, Oui, et oui, tout ça fonctionne très bien ensemble parce qu'ils c'est ont ça. tous compris en fait, qu'ils cherchaient la même chose, c'est d'améliorer la vie des personnes qui s'adressent à eux. Ils avaient des référentiels et des cultures différentes, et en fait, il fallait d'abord qu'ils travaillent sur eux, sur l'outil premier de la relation thérapeutique qui est le thérapeute. Donc, c'est ça qu'ils viennent faire à l'école, et l'école ne leur apprend rien, leur donne juste l'opportunité de découvrir ce qui est au fond d'eux, ce qui est au fond de chaque être humain. Et c'est en ce sens-là elle est spirituelle. Mais cette présence thérapeutique cadrait très bien avec le public de soignants, parce que Mhm. c'est vrai qu'en étant présents à eux, ils étaient beaucoup plus présents à l'autre, en ayant compris comment l'énergie fonctionne dans le corps et comment les peurs, les névroses, la personnalité peut dévier cette énergie dans des actions pathétiques, pathologiques parfois, Mhm. des Mhm. actions de prise de pouvoir, de manipulation, ou bien d'effondrement et d'avidité, ou de déconnexion où on part dans un monde totalement imaginaire, ou enfin toutes ces névroses que nous pouvons avoir, et qui étaient si bien décrites dans le modèle de Willem Reich, Alexander Lowen, à travers la schizoïdie, l'oralité, le masochisme, la psychopathie, l'oralité et la rigidité. Tout ça pour dire que ça allait bien ce mot, présence thérapeutique. Et puis, pendant le premier confinement, mes éditrices, qui savaient que je voulais écrire un livre sur ce sujet et que je voulais écrire un livre qui s'appellerait La posture juste, parce que cette présence thérapeutique, elle n'est là que quand la posture est ajustée. Et Oui. cette posture ajustée, je vais y venir dans un instant, moi, ça m'a sauté aux yeux. J'ai fait un parcours dans le Qigong, un Mhm. peu dans le yoga aussi, mais beaucoup dans le Qigong. Et c'était la posture de Wuji, cette posture chinoise qui contient tous les possibles et où rien n'est encore manifesté. Hein, Mhm. c'est avant le mouvement, avant la dualité, c'est cette posture d'unité où tout est là, mais tout est juste. Et donc, je, comment dire, j'avais ouvert l'école à des soignants à travers cette présence thérapeutique, mais ce qui amène à la présence thérapeutique, c'est cette posture juste et où les ajustements de toutes ces névroses qui nous font revenir dans notre axe, bien ancré dans la réalité, bien redressé dans notre autonomie, mais aussi ouvert et centré, pas dans la prise de pouvoir sur l'autre, et fluide, adaptable et joyeux, vivant. Et ce livre, mes éditrices m'ont dit, écoute Thierry, c'est le moment de l'écrire.
les gens sont dans un tel état, et tu as du temps, fais-le. Non, je me suis laissé convaincre, alors que j'avais dit que j'écrirais 1 an ou 2 après, et je ne regrette pas, j'ai écrit le bouquin, il est sorti tout seul, hein, en 1 mois c'était fait, parce que c'était mon enseignement, C'est donc ça, c'était oui. porté, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts pour le mettre sur le papier. Et puis, il est paru. Et au moment où il est paru, je me suis dit, mais dans le fond, maintenant, les gens vont identifier ce qui est proposé à l'école de la présence thérapeutique sous la forme de cette posture juste. Il serait peut-être plus intéressant d'appeler l'école de la posture juste, Oui. ce qui permettrait de l'ouvrir à plus de monde, parce qu'on avait des demandes, et du coup, d'avoir d'autres gens qui ont un élan vers l'autre, mais des professeurs, des instituteurs, des travailleurs sociaux, toutes sortes, même des chefs d'entreprise qui pourraient Mais c'est vraiment ça. vouloir avoir une action dans le monde, d'apporter de la guérison dans ce monde à travers leur posture. Bien sûr, parce que c'est ce qui est moi j'ai lu ce livre, en quelques jours parce qu'effectivement, on a eu des contacts il y a pas longtemps, on a trouvé une date. J'ai pu, commander le livre ici, au Canada et d'ailleurs ton éditeur a été extrêmement rapide et du coup, j'ai pu le lire et le dévorer. Je trouve qu'il est vraiment remarquable parce que Ce qui est dans formidable, ces c'est qu'il est publié au Canada, parce oui que avant, mes livres, ils étaient publiés en France, et et puis puis ils étaient vendus au Canada, mais beaucoup plus cher. Et maintenant, il y a un éditeur, Guy Saint-Jean, là, les éditions oui, Saint-Jean, qui publie mes livres au Canada, mais une édition canadienne, ce c'est qui le ça. rend beaucoup plus abordable, parce que je trouvais ça incroyable de voir le prix des livres français Ouais, au Canada. tout à fait. Justement, dans la mission de ce podcast qui est d'inspirer les entrepreneurs et les coachs et les indépendants à remettre leur santé au cœur même de leur business plan, avoir justement les outils que tu partages dans ton ouvrage, même si on n'a pas l'occasion toutes et tous, parce que j'imagine que depuis lors, tu as énormément de demandes pour l'école, mais l'ouvrage est déjà une introduction extrêmement pratique. J'imagine que pour gérer, parce que je ne gère pas encore de personnes, mais le chef d'entreprise qui a des gens à gérer, en travaillant sur sa posture, il pourra justement éviter de nombreux conflits. Parce que dans une entreprise, les conflits viennent finalement des êtres humains, rarement des compétences. Quand il y a un Absolument. manque de compétences, ben voilà, il n'y a pas de conflit, il y a juste, on doit se séparer d'une personne, ça se fait bien. Mais généralement, c'est quand même à cause de tous ces masques dont tu parles effectivement dans la posture juste, de pouvoir les gérer déjà de s'en rendre compte. Et j'ai trouvé ça remarquable parce que je disais justement à mon épouse, ah, il faudra que tu le lises parce que j'ai remarqué ça, j'ai remarqué ça, j'ai remarqué ça. Et elle me dit, ah, ben justement, ça tombe à point parce que je trouvais que ma posture changeait depuis quelques mois et j'avais l'impression de ne pas être au monde comme je voudrais être, mais c'était une perception. Et là, dans ton ouvrage, qui est d'ailleurs ici, hein, la posture juste, il est j'aime beaucoup lire. Je continue depuis que je suis sorti de l'université, ça a été une petite maladie très sympa, sauf quand Je tu vois, dois il y a des déménager. livres là derrière. Voilà, sauf quand tu dois déménager d'un continent à l'autre, ça fait quelques caisses. Mais celui-ci, je m'en suis vraiment nourri. Et c'est vraiment dans la description que je vais faire de notre podcast un élément pour que les gens aillent plus loin, justement, c'est de vraiment lire cet ouvrage parce qu'il y a beaucoup de, comme on dit, de aha moment, hein, ah, mais oui. Et surtout que tu nuances les choses en disant c'est un processus dynamique. Il y a certains moments où on va voir ce masque X, d'autres ce masque Y. À partir du moment où on s'en rend compte, alors ce que j'ai encore plus aimé, c'est qu'il y a un potentiel vraiment très lumineux derrière. Je ne les ai pas retenus par cœur parce qu'il faut que je lise plusieurs fois un livre pour bien Mhm. emmagasiner les choses, mais tu as derrière chaque profil névrotique un trésor que tu Oui. peux. Et c'est pour ça que je dis que finalement, tu étais l'archéologue du corps humain depuis le début, parce que tu nous permets de découvrir des trésors qui sont simplement derrière un masque. Et si on parle de Toutankhamon, finalement, c'est le masque dont on se souvient de Toutankhamon, c'est pas ce qu'il y avait à l'intérieur.
Alors, effectivement, tout ce qu'il y a dans ce livre, en tout cas, il y a une partie, première partie, on parle un peu plus de la contemplation, de la méditation, parce que pour regarder tout ça, il faut un espace à l'intérieur de soi. Et donc, je propose une façon de développer cet espace intérieur pour regarder cet espace de conscience qui regarde sans juger, qui est dans l'accueil, dans l'amour, en fait. Mhm. Mais, et du coup, dans l'humour aussi, parce que quand on regarde les choses avec amour, il y a beaucoup d'humour. Ouais. Mais après, il y a toute cette partie psychocorporelle qui évidemment rend les choses très tangibles, puisqu'effectivement, la manière dont notre corps est impacté par les mouvements énergétiques qui l'habitent, eh bien, tout de suite, on va le sentir. On va bien voir quand on s'effondre, ou quand on Mm. pousse vers l'avant, ou quand on se ferme, ou quand on s'évade, on n'est plus là, hein, ou quand on se raidit. On va bien sentir tous ces mouvements. Et surtout, alors, on a la capacité de décoder à quoi ça correspond en termes de peur et d'habitude que nous avons mis en place pour nous protéger de ce qui nous faisait peur. Mhm. Et l'absurde, c'est que ces habitudes recréent ce qui nous faisait peur. Ça Ouais. s'appelle la névrose. Mais tout ça, on le doit, vraiment, il faut dire ça, on le doit à Wilhelm Reich, qui était un élève de Freud, mais qui était désolé de voir que Freud avait évacué le corps Mm. de l'analyse. Hein, c'était une analyse très intellectuelle, on parlait du corps, mais on ne le vivait pas forcément. Et d'ailleurs, si Freud avait vécu le corps, peut-être qu'il aurait compris pourquoi il avait ce cancer terrible de la mâchoire, mais en même temps, ou il aurait peut-être compris aussi pourquoi il avait mal à l'estomac et vomissait chaque fois qu'il revenait de chez sa mère, quand on connaît l'histoire de son petit frère qui était mort d'un cancer de l'estomac et qui était le préféré de sa maman. Donc, il y Mm. a là plein de choses qui auraient pu être comprises par Freud, mais dans l'analyse intellectuelle, c'est pas possible. Il faut le vivre dans le corps pour le comprendre. Et Reich a vraiment essayé d'apporter ça. Et puis, à sa suite, Alexander Lowen et John Pierrakos, tous les deux ont beaucoup travaillé et ont créé ce qu'on a appelé la psychanalyse bioénergétique. Mais en attendant, euh, on m'a souvent dit dans ce livre, oh mais ça ressemble à ce que Lise Bourbeau, qui est une autrice canadienne, Tout à fait. a écrit dans Cinq blessures. 5 blessures, oui. Oui, mais en fait, Lise Bourbeau a tout pris chez Reich et l'a même un peu déformé, parfois même en le dénaturant un peu, parce que je pense que Reich avait été tellement profondément dans la compréhension de tout cela que c'est dommage d'avoir, sous prétexte de vulgarisation, on est passé à côté de certaines choses qui sont des ressorts extraordinaires. Je ne prétends pas que j'ai parfaitement réussi à restituer cela, mais j'ai essayé d'y faire attention. Hein. Et alors, bon, bah, chacun a son talent. Moi, j'ai une structure qui vient de la formation médicale, Tout à fait. etc. Et donc, je pense que ça peut donner des vrais repères, bien sûr. Tout Oui, à fait. des repères pour faire un chemin de conscience. Exactement. Et justement, ma question suivante, c'est de savoir comment toi, en tant que, thérapeute, en tant que, chef d'entreprise, avec, j'imagine, bah, il y a l'école à gérer, mais il y a encore des conférences, il y aura probablement encore des livres, hein, puisque tout ça, tu le dis, ça fait partie d'un chemin et on progresse et tu le dis également dans le livre, il y a des moments où il y a telle masse qui revient, tu le ressens plus vite fatalement. C'est comme un athlète, hein, qui s'est entraîné, donc il y a des réflexes qui reviennent. Comment toi, au quotidien, tu, au-delà de la posture juste, hein, qui est un travail psychocorporel avec la méditation, l'ouverture du cœur et un travail de mobilisation, parce que tu pratiques le Qigong, le Tai Chi, comment toi, au quotidien, tu, te, tu arrives à maintenir ce niveau de créativité, d'engagement, parce que comme tout être humain, il y a des jours où c'est un peu plus difficile. Et est-ce que tu te mets la pression par rapport à justement le rôle d'enseignant? Mais tu vois, le petit parcours qu'on a évoqué, enfin, c'est pas un petit parcours, le parcours qu'on a évoqué, il m'a quand même appris des choses. Alors, je ne les applique pas toujours, mais quand même, je pense qu'il faut les appliquer parce que sans ça, on a des mauvaises surprises. Donc, quand je dis qu'en 2009, je suis tombé paralysé parce que j'étais épuisé, ça m'a rendu très sensible. Et aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. C'est comme les gens qui ont des burn-out.
Et après, on ne leur fait plus faire ce qu'ils avaient l'habitude de s'imposer préalablement parce qu'ils sont devenus sensibles. Et du coup, effectivement, pour moi, très vite, je sens quand c'est tendu émotionnellement, je deviens agacé, irritable, et puis c'est tendu physiquement, tout de suite, je dis non, stop. Tu n'as aucune excuse, tu dois faire tomber cette tension, cette pression, tu dois trouver les moyens et voir tes systèmes de croyances qui t'en empêcheraient éventuellement en te poussant encore plus loin dans la logique de performance ou de sacrifice ou que sais-je, ou d'agitation en tout cas. Donc, ça, j'ai le sentiment d'un peu mieux maîtriser aujourd'hui dans ma vie et de ne plus aller si loin, de mieux me respecter aussi, mais non pas d'une manière narcissique et égocentrée, mais juste un peu de bon sens qu'il faut faire attention. Et aussi en prenant de l'âge, la machine est moins compliante et c'est très bien parce qu'elle avertit peut-être un peu plus vite qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Donc ça, c'était une première chose. Après, je me rends compte que pour moi, c'est un défi d'avoir cette posture de chef d'entreprise dont tu parles, parce que ce n'était pas du tout mon histoire. D'abord, j'étais salarié à l'hôpital, je ne devais pas me soucier de tout ça, je n'avais qu'à pratiquer mon métier qui était de soigner, d'opérer les gens. Et ensuite, lorsque j'étais dans une relation de thérapeute avec les gens qui venaient me voir, ben voilà, c'était un colloque singulier, j'avais juste à remplir mes déclarations d'impôts, mais ce n'était pas trop lourd. En créant une école, c'est vrai que ça devient plus lourd parce qu'il faut gérer, on a plus de 300 élèves en permanence, c'est des choses. Et en plus, on essaye de créer pour nos élèves de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on leur a trouvé des logements à 12 € la nuit, dans un environnement magnifique qui est un parc d'un ancien monastère, mais tout ça, il faut gérer, il faut s'occuper de la réservation. Enfin, c'est toutes des choses qui, moi, me ramènent à beaucoup d'ancrage. Ouais. C'est pas négatif parce que je suis quelqu'un qui pouvait partir dans des grandes inspirations, mais perdre peut-être alors un contact avec la réalité matérielle des choses, qui est celle avec laquelle on ne triche jamais, parce que là, on peut se raconter beaucoup d'histoires. Hein, si elle est cassée, elle est cassée. Et donc, voilà, pour moi, c'est aussi une épreuve initiatique d'occuper ce poste-là. Mais je vois encore qu'il y a dans ma personnalité des peurs, des blocages qui empêchent peut-être même l'école d'avoir plus d'épanouissement. C'est ça. Et j'y travaille, c'est un chemin, j'y travaille. Et quand je vois du coup, je me suis intéressé évidemment à d'autres projets avec une visée de transmission d'enseignement psychologique, spirituel. Et j'ai vu que beaucoup de ces projets se sont perdus dans des problèmes d'organisation, dans des débordements égotiques, névrotiques des organisateurs. Et donc, je vois les pièges, peut-être qu'il y en a que je ne vois pas et dans lesquels je tomberai, mais c'est un chemin. On peut faire qu'un pas après l'autre. Et du coup, est-ce que tes journées, tu as des routines justement pour rester dans ton énergie, dans ta posture, ou est-ce que c'est vraiment selon l'atmosphère et tu réagis par… Alors, tu vois, j'ai inventé, ou en tout cas mis en place une vie, oui, qui me convient, bien que parfois je me pose des questions, mais et qui me permet de ne pas m'épuiser. C'est ça. Parce que au jour, comme l'école est dessinée aujourd'hui, j'enseigne un mois, et puis j'ai un mois sans rien. Et puis j'enseigne un mois, et puis j'ai un mois sans rien, parce que les élèves viennent à peu près tous les 2 mois. Mais ils viennent 2 à 3 jours, mais comme j'ai toutes les classes et que j'enseigne dans toutes les classes en full time, de 8h30 du matin à 18h, ben, ça me fait un mois d'enseignement full time. Mais après, j'ai un mois où j'ai rien. Et je dirais que dans les deux, j'ai un rituel ou un programme qui pour l'instant me convient. Quand je suis à l'école, ben voilà, je me lève le matin à 7h, je prends un petit déjeuner, parfois un peu trop rapidement parce que je me réveille un peu plus tard, et puis je vais à l'école, et là j'ai une hygiène de vie parfaite puisque je suis
détendu, le cœur ouvert, je médite avec les élèves, nous faisons des exercices qui sont très nourris de yoga, de qigong, que je suis dans une présence à moi, à eux. Donc voilà, je passe des très bonnes journées qui, Voilà. à mon avis, sont très saines. Au niveau de l'alimentation, c'est peut-être pas top parce que l'endroit où je donne cours, c'est un ancien monastère qui est géré maintenant de façon laïque, mais la nourriture, c'est quand même une nourriture un petit peu de cantine. Et j'ai beau avoir choisi l'option végétarienne, c'est pas top. Donc voilà, mais on est obligé d'y manger, sans ça on peut pas louer les salles. Donc voilà, je m'en accommode. Mais en dehors de cet aspect alimentaire, je pense que j'ai une vie assez saine quand je suis à l'école. Après, quand je n'y suis pas, eh je dois quand même, mais je n'ai pas trop dur à faire ça parce que j'ai assez bien de rigidité qui peut être aussi de la rigueur, ça c'est le Oui, beau côté de la rigidité, j'ai assez bien de rigueur dans mon existence et du coup je me rends compte qu'il y a des choses qui me conviennent et d'autres qui ne me conviennent pas. Donc j'essaye quand même de faire celles qui me conviennent. Et quand je n'ai pas école, ben, je me réveille quand même pas trop tard, parce que si je passe toute ma journée au lit, parfois j'ai besoin d'une vraie journée au lit, hein, avec voilà. un bouquin, je me l'offre, hein. mais, mais si je rentre là-dedans, tôt ou tard, ça ne va pas aller. J'ai besoin d'une structure, de rythme. Et alors, ben, j'essaye de ne pas laisser traîner ce que j'ai tendance à laisser traîner, parce que l'administratif et des choses comme ça, même si j'ai quelqu'un qui m'aide à ce niveau-là, qui est employé dans l'école, mais malgré tout, je dois m'impliquer dans certaines Bien sûr. choses et c'est très ennuyeux, j'aime pas ça du tout, mais j'essaye en cadeau pour moi et pour mon équilibre, d'évacuer ces tâches, d'y répondre et régulièrement, même dans mes temps libres, de consacrer du temps à ça. Ensuite, ben, de quand même avoir une vie relationnelle, c'est fondamental d'avoir une vie relationnelle, même si on était très isolé avec ces Tout confinements, à ces fait. interdictions, c'est de rester en lien, de parler à ses amis, d'échanger. Pour moi, c'est indispensable. Euh, M'alimenter un peu mieux que quand je suis à Voilà, l'école. Mais l'alimentation, pour moi, reste quelque chose de confrontant c'est ça. parce que je me rends compte que le sucre y occupe encore de la place et que ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas, mais il y a une espèce de profond conditionnement qui fait que je vais parfois à la facilité de manger du sucre, C'est de ça. manger des aliments sucrés. Et je devrais pas, je ne devrais pas. Mais en même temps, voilà, je, je crois que tu savais ça. Moi, j'avais bien connu David Servan-Schreiber. Tout à fait, oui. Et, et David, à l'époque, il avait eu beaucoup de succès avec un livre qui s'appelait Guérir, et puis il avait écrit Anti-cancer. Et un jour, je lui avais dit, je dis, tu vois, il faut faire attention quand même à une chose, c'est que bien sûr, il y a des aliments qui sont meilleurs que d'autres, et il y a des habitudes qui sont plus néfastes que d'autres, mais il y a aussi la manière dont on aborde tout ça. Oui, tout à Et fait. si on en fait un stress, si on en fait, donc je suis très indulgent avec moi. Et j'essaie de garder un équilibre sans rentrer dans quelque chose de trop contraignant ou Rigide et oui, tout à fait. rigide, parce que tôt ou tard, il y aura le retour de manivelle, et puis il y a un stress tel que ça en devient contre-productif, tu vois. Tout à fait, c'est de Donc voilà, pouvoir être gentil avec moi pour ces choses-là. oui, c'est ça et c'est un processus effectivement, on travaille sur différentes moi, je vois toujours la santé comme un grand puzzle et puis chaque pièce de puzzle, bah, on essaie de l'améliorer, de la changer un petit peu. L'alimentation, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est un élément central parce qu'on peut manger très facilement, on le disait avec les bibliothèques, tout à l'heure, mais au niveau alimentaire, c'est même pire parce qu'on voit à manger tout le temps. Moi, je pense que ma grand-mère, elle devait pas voir autant d'aliments sur sa journée que ce que nous, on peut voir sur une Non, journée. Donc pas tout juste. ça, voilà, tout ça agit sur le cerveau. Je pense qu'effectivement, notre connexion à la technologie, ben, entraîne effectivement toute une réponse hormonale et des neurotransmetteurs qui fait que, ben, pour tenir le coup, on sera attiré par un peu plus de sucre. Donc tout ça sont des mécanismes qu'effectivement, ben, chaque chose en son temps et surtout avec un rythme que tu as défini et que tu as effectivement, Oui, et une forme d'équilibre, apprendre à s'écouter, à se connaître et avoir une forme d'équilibre à la fois émotionnel, je le disais, relationnel, mais aussi physique, physiologique.
Et donc, il y a des jours où je dis, bah oui, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de ça, je le fais, et puis d'autres jours pas. Et il y a des jours Oui, où je jeûne, où je ne mange pas. Je c'est n'ai pas ça. envie de manger aujourd'hui, je ne mange pas, je m'écoute. Et finalement, bon, j'ai 60 ans, je touche du bois, hein, mais je n'ai pas de problème de santé majeur, en tout cas pas connu. Et bon, j'ai un poids correct, voilà, ça va. Oui, tout à fait. C'est pour ça, Ça va. c'est intéressant l'idée de puzzle parce que c'est clair que si on ne fait que méditer toute la journée seul dans un endroit magique, ben on va perdre la relation avec l'autre, on va perdre son incarnation, etc. Donc, il faut pouvoir trouver un équilibre entre tout ça. Et l'envie de sucre ben, peut venir de différentes choses, que ce soit la fatigue, que ce soit effectivement émotionnel ou que ce soit un besoin d'un autre nutriment qui est caché par ce manque d'énergie. Tout ça, ben voilà, on le travaille progressivement et chaque chose vient en son temps et puis ça peut compenser, comme tu dis, un mois à l'école, effectivement, au niveau alimentaire, c'est pas extraordinaire, mais tu as tout le reste à côté qui est effectivement, comme tu le décris, limite paradisiaque, quoi, parce que tu es dans des bâtiments qui doivent avoir une certaine vibration, si c'est un Ah ancien oui. monastère. Si c'est avec un cadre de nature autour, ben, toutes les pauses peuvent être vraiment dans un… Parce qu'ils avaient quand même pas choisi n'importe où. Hein. L'endroit où ils construisaient les monastères, c'était quand même des endroits chargés énergétiquement. Donc, ça Il y a peut des arbres compenser. magnifiques, là. Il y a des arbres centenaires. Et parfois, on enseigne au pied de l'arbre, d'ailleurs, quand Voilà, il fait. Ah oui, oui. tout à fait. Et donc, du coup, pour terminer, Thierry, cette interview qui est déjà très inspirant et très nourrissant, en tout cas, un tout grand merci à nouveau. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un conseil pour justement ces entrepreneurs qui, depuis 2 ans, sont peut-être stressés davantage, anxieux par rapport à l'avenir. J'entends beaucoup chez les jeunes, chez les ados. Il y a énormément, ici on l'entend, hein, au Canada, il y a plus de problèmes de santé mentale chez les adolescents, les jeunes adultes, que de santé liée à la Covid. Qu'est-ce que tu aurais comme outil, comme conseil à donner pour ces entrepreneurs qui ont l'impression que finalement, il n'y a pas de solution? Parce qu'il n'y a rien de pire pour le cerveau de se dire, là, je suis coincé. Oui, oui, il y a vraiment quelque chose de très anxiogène parce que, tu l'as dit, c'est le mot coincé, c'est le stress. Mm. Hein, c'est comme les rats que l'on met dans une cage et qu'on martyrise avec de l'électricité. Il faut qu'ils puissent réagir pour ne pas vivre un stress trop grand. Alors, s'il y a un bâton pour mordre dans le bâton, ça va, mais si on leur retire le bâton, à un moment donné, ces rats vont se tapir dans un coin de la cage et plus bouger. Mhm. Et à ce moment-là, les gens qui avaient fait des études là-dessus, ils avaient bien montré que les défenses immunitaires de ces rats chutaient d'une façon dramatique et ils étaient en véritable dépression psychologique, mais physique aussi. Et d'ailleurs, quand on greffait des cellules cancéreuses sous leur peau, on voyait ces cancers se développer à très grande vitesse parce qu'il n'y avait aucun système immunitaire Mm. pour lutter contre. Et donc, ce qui avait étonné les chercheurs à l'époque, c'est que quand on continuait à martyriser ces animaux qui étaient amorphes, là, Mhm. tapis dans le coin de la cage, et qu'on ouvrait les portes de la cage, ces animaux ne sortaient même pas de la C'est ça. cage. Ils s'étaient habitués, ils s'étaient résignés. Et donc, on en est arrivé à comprendre que cette dépression psychologique et physique, elle n'était pas due qu'à un sentiment d'impuissance, hein, parce qu'on ne peut plus sortir de la cage, on ne peut même plus mordre sur un bâton. C'est plus grave qu'un sentiment d'impuissance, c'est un sentiment de résignation. Résignation. Ouais. Et donc, je pense que quand on est confronté à ce que nous vivons, parce qu'il y a bien sûr la gestion de cette crise de la Covid qui est la même un peu partout dans le monde, mais un peu caricaturale apparemment au Canada et en Europe. Et quand on voit cette façon de gérer, de nous mentir, de donner des informations qui ne tiennent pas toujours la route, d'être comme ça très arbitraire dans la façon d'imposer des règles de vie. Enfin, tout ça est absolument délétère pour la santé publique et pour la santé Bien sûr. mentale
particulier, et on peut se sentir très impuissant par rapport à ça, mais en même temps, il n'y a pas que cette crise, cette gestion de la crise de la Covid, il y a le bouleversement climatique dont on nous annonce évidemment des catastrophes, il y a le monde financier dont on sent bien que ça part en couille, excusez-moi l'expression, mais ça part en vrille, et on se demande bien comment ça va finir. Donc tout ça n'est absolument pas rassurant. Et dans un tel stress, parce que je pense que nous sommes beaucoup plus stressés que nous en sommes conscients, hein, et là aussi, en termes de fragilité par rapport aux infections, ça pose une question, parce que on a beaucoup parlé de vaccins, mais on n'a pas beaucoup parlé de prévention en favorisant un meilleur terrain de l'alimentation, par des suppléments éventuellement vitaminiques et autres, mais aussi par un bon mental, parce que ça nous affaiblit énormément. Et donc, tout ça n'a pas été pris en compte, tout ça n'est pas, comment dire, mesuré, même pas étudié. On le fera peut-être dans quelques années, pour l'instant ce n'est pas le cas, et ça révèle aussi l'état de notre civilisation et la déconnexion de ce monde de profit et de pouvoir, déconnexion d'une réalité beaucoup plus subtile qui mériterait qu'on s'en occupe. Mais en attendant, au quotidien, comment faire ? Parce que les informations continuent à arriver, le taux d'anxiété continue, et on n'en voit surtout pas la fin. On se demande quand ça va arrêter. Et même si on nous lève certaines mesures, etc., on se demande quand vont-ils nous en remettre d'autres. Oui, parce qu'on a été habitué à ça. Ça fait 2 ans qu'on commence à s'habituer, avec des nouveaux variants et toutes sortes de prétendues raisons de nous réenfermer. Et donc, face à tout ça, moi je pense qu'il faut vraiment redévelopper une vie intérieure. C'est-à-dire, ce n'est pas un espace de fuite et de refuge, mais c'est quand même un espace où on va pouvoir reprendre conscience déjà de tout ce qu'on vient de décrire, de cette tension, de ce stress, en prendre soin, c'est-à-dire essayer de, dans sa vie de tous les jours, avoir cette écologie, tant au niveau de son alimentation, mais au niveau de ses occupations, de son relationnel avec les autres, de ses petits projets, et pas en avoir des trop grands, mais quand même des petits projets, à la petite semaine, mais quand même pour continuer à avancer, parce que j'ai l'impression qu'on est d'abord dans une dynamique de résistance pour l'instant, en attendant que la saison change. Elle changera tôt ou tard. Mais bon, nous n'avons pas connu, moi je suis né 15 ans après la guerre, ou 17 ans après la guerre, mais mes parents qui l'ont connu, ma mère qui est encore en vie qui m'en parle, ça a duré 4-5 ans. Et c'était une résistance, il fallait traverser ça et le degré d'anxiété n'était certainement pas nul non plus. Donc, c'est d'avoir cette capacité de rester vivant à travers ces petites choses malgré l'ambiance. Et puis, comment dire, j'ai pas envie de dire méditer parce que c'est devenu un tellement grand bateau de dire aux gens méditer, méditer, mais faites un espace ou faisons un espace pour avoir de l'espace pour accueillir tout ça, un espace paisible, qui reste paisible malgré tout ça. Et ça s'éduque. Parce que notre cerveau, il est conditionné à répondre au stress, mais on peut aussi le déconditionner à se stresser inutilement pour des choses que nous ne pouvons de toute façon pas décider ou contrôler. Ou influencer, c'est ça. Exactement. Hein. Et ça, c'est vrai que la pratique méditative aide, et c'est la raison pour laquelle, quand il y a eu le premier confinement, moi, tout de suite, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Je suis coincé chez moi, je ne peux plus voir personne, je vivais seul à ce moment-là, donc je vais faire des méditations sur Internet tous les soirs. Et donc, sur le Facebook, pendant 45 soirs d'affilée, j'ai fait une méditation de plonger dans le silence intérieur. Je la reprends d'ailleurs dans le livre La posture juste. Je l'avais présentée dans le livre Écouter le silence à l'intérieur, qui était aussi paru chez Guy Saint-Jean il y a 2-3 ans. Et cette méditation est un moyen vraiment simple, vécu dans le corps, parce que c'est le corps qui va se détendre, on va respirer profondément, on va libérer la poitrine, on va ouvrir le cœur, mais pas que d'avec sa tête et des gentilles pensées,
On va l'ouvrir dans une profonde détente et ça va changer quelque chose. Ça va permettre d'avoir cet espace où on peut accueillir ce chaos sans devenir chaotique soi-même. Oui, et c'est vraiment important parce que justement avant cette interview, j'ai refait la méditation que tu as proposée le 13 février. Donc, on parlera justement de la prochaine au mois de mars parce que ça, nos auditeurs peuvent s'y joindre. Et ce qui est important à dire, c'est que la première fois, si la personne ressent de la résistance, c'est normal. Je veux dire, il faudra qu'elle se dise, c'est comme un marathon, je dis toujours, on ne court pas un marathon du jour au lendemain. Alors pourquoi la méditation, le fait de plonger dans son espace intérieur qui était malmené depuis 2 ans, se ferait du jour au lendemain? Et donc, voilà, c'est se laisser l'occasion de se dire, OK, la première fois, si ça ne marche pas, mais je referai la même chose demain. Il ne faut pas sous-estimer la manière dont notre cerveau fonctionne parce que dans le cerveau, nous avons des petites structures qui ont la forme d'une amande et qu'on appelle les amygdales, parce que justement en latin, l'amande, c'est amygdalia. Et ces amygdales, elles génèrent des émotions d'alerte, de Mhm. la peur, de l'anxiété, de la colère. Et en fait, généralement, elles génèrent ces émotions d'alerte dans des situations qui sont alertantes, qui sont potentiellement dangereuses. Sauf que nous avons tellement vécu dans le stress, la tension, les rythmes effrénés, la performance, etc., que l'amygdale s'y est habituée. Et elle ne génère plus d'anxiété, de peur dans ces situations qui devraient pourtant nous faire peur parce qu'elles nous mettent en danger, elles nous épuisent. Et du coup, c'est qu'au moment où on va s'arrêter, on va se poser, se déposer, reconnecter avec cette Voilà, présence, que l'amygdale enregistre ça comme quelque chose d'anormal et elle génère alors une angoisse, une c'est ça. agitation, voire une peur. Et du coup, on a envie d'abandonner la pratique en disant, mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut se dire, non, 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 je vais rééduquer mon amygdale à apprécier les moments de détente profonde et à repérer les moments qui ne sont plus détendus comme potentiellement dangereux et alors avoir peur de mes folies d'agitation. Tout à fait. C'est une rééducation, mais qui va Voilà. très vite. En quelques semaines, on a rééduqué ça. Et ce qui est magique, c'est que ça agit effectivement sur la manière dont on va aborder le monde, mais au niveau physiologique, on sait aujourd'hui que ça va venir stimuler ce nerf vague qui est un véritable guérisseur. Donc, c'est comme si, avec la pratique, on libère le mental, mais on régénère le corps aussi, ce qui est… Ah oui. Et c'est pour ça, dans toutes ces pratiques essentiellement orientales, puisque l'Occident a quand même beaucoup évacué le corps de son approche, mais il le récupère via les pratiques orientales, yoga, qigong et tout ça. Mais en même temps, dans toutes ces pratiques, la respiration est centrale. Et c'est quand même la fonction du corps qui peut à la fois être volontaire et automatique. Heureusement, il ne faut pas y penser, on respire, mais on peut aussi agir sur sa C'est ça. respiration. Et dans, dans, dans l'approche que je propose, c'est de méditer avec son corps, c'est-à-dire vraiment de non seulement être attentif à sa respiration, mais travailler cette respiration, ouvrir cette poitrine, ouvrir ce cœur. Et comme tu le disais, le nerf vague qui vient du crâne, mais qui longe l'œsophage et puis qui va passer dans la cavité abdominale en traversant le diaphragme, ce nerf vague, il est porteur d'informations de détente. Des informations parasympathiques. Enfin, c'est pas à toi que je racontais ça, mais et du coup, fatalement, quand le diaphragme est très mobilisé par cette respiration volontairement ample et profonde, eh bien, le nerf vague va être très stimulé Mhm. par les mouvements du diaphragme. Et du coup, il va apporter des influx de détente qui vont pouvoir contrebalancer les influx de tension, les influx sympathiques, et pas parasympathiques, mais sympathiques, qui eux sont là plus qu'il ne faut dans nos Oui. cultures, on est tellement tendu. Et donc voilà pourquoi respirer est un acte qui va agir profondément à la fois sur le corps, mais aussi sur la vie émotionnelle et la vie intellectuelle, parce qu'on a montré qu'il y a un rééquilibrage au niveau des émotions désagréables et agréables, et un rééquilibrage au niveau des pensées positives et négatives. Donc le respirer est un acte qui va changer à la fois les pensées, les émotions et le ressenti corporel.
Exactement. Et comme tu dis, hein, c'est automatique, mais en même temps, quand on veut reprendre un peu le contrôle de cette respiration pour agir sur tous les bénéfices, ça demande de l'entraînement. Il faut vraiment pas se décourager. Il faut le refaire, il faut le refaire, il faut le refaire. Et Et justement, tu as proposé donc le 13 février une méditation qui reprend justement pas mal de concepts de la posture juste. Tu le fais tous les mois et on peut retourner sur ton profil Facebook pour justement refaire certaines méditations et avoir les 4 étapes de ta méditation. en fait, toutes les méditations que j'ai faites pendant le premier confinement, les 45, elles sont toujours sur la page Facebook publique Thierry Janssen, et pas Oui, Janssen Thierry, Thierry Janssen. Et il y a un petit V à côté, c'est une page certifiée, c'est c'est plus ça, facile pour la repérer. Mais après, on les a aussi mis sur le YouTube. c'est ça. Et sur YouTube, toutes ces méditations sont toujours là. Et donc, c'est chaque fois à peu près 1 heure que je passais avec les gens en direct. Et ça commençait toujours par des exercices physiques. Parce Mhm. que dans les grandes traditions, le yoga, le qigong, ça prépare à la méditation assise. Donc, on travaillait étage par étage. On peut appeler ça les chakras, peu importe la nomenclature qu'on va y mettre, mais on libère, on relaisse circuler l'énergie étage par étage. Bon, je faisais ces exercices d'une manière un peu succincte, parce qu'on était dans un contexte sur Facebook, etc. Mais quand même, je pense que ça prépare bien. Et puis, ça prépare déjà à apprivoiser cette détente. Et ensuite, on se met en position assise et on fait cette très simple plongée dans le silence intérieur en 4 étapes. Je me pose, je me dépose, je me repose. Ça, c'est vraiment comme de la mindfulness. On va voilà, avoir l'attention qui s'autorégule sur la respiration. Mhm. Et donc, le mind va commencer à s'apaiser, le mental va s'apaiser. Et puis, on va ouvrir cette poitrine, ouvrir le cœur. Ça va amplifier encore cet apaisement, cette détente. Et puis, on va pouvoir profiter de porter l'attention non plus sur tout ce bruit intérieur ou sur les bruits extérieurs, mais sur ce qu'il y a au-delà du bruit et qui est tout au fond de nous, qui est toujours en nous, cet espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent, qui est un espace de silence. C'est Et ça. alors, en écoutant ce silence, il prend de plus en plus de place. Et en pratiquant un petit peu, les gens disent que ça change vraiment quelque chose pour Ouais, eux. ouais. Et j'en suis très heureux. Donc, alors, effectivement, après le premier confinement, j'ai proposé ça 1 fois par semaine. Et Mhm. puis, après 3, 4 mois, il fallait qu'on apprenne à se quitter, chacun dans son autonomie. Et je pensais qu'il y avait assez d'enseignements Ouais. déjà avec tous les autres. Et après, j'ai maintenu un rendez-vous mensuel. Généralement, c'est le premier ou le deuxième, ça dépend un peu aussi parfois l'emploi du temps, mais je l'annonce toujours via la story sur le Facebook et même l'Instagram. Je l'annonce, mais c'est souvent le premier ou le deuxième dimanche du mois. Mais elle reste sur le site, donc on peut la Voilà. voir en différé, surtout quand il y a un décalage horaire, parce que c'est 19 h l'heure de Bruxelles ou de Ouais. Paris, mais pour le Québec, il y a 6 heures de décalage. Oui, mais le dimanche, c'est un très bon moment pour se poser et pouvoir justement prendre ce temps pour soi. En tout cas, un tout grand merci d'avoir donné du temps pour nous, Thierry, et de partager à la fois ton expérience professionnelle, ton expérience personnelle, et puis effectivement ces 45 jours, parce que je pense que là, c'est une belle invitation pour ceux et celles qui voudraient aller un peu plus loin. Donc, il y a ton Instagram, il y a ton Facebook, je mettrai tout ça dans le Et, oui. descriptif de la vidéo, et il y Et a sur ton le site. YouTube, et sur la chaîne, il y a la chaîne YouTube de l'école de la posture juste, il y a toutes les méditations, Voilà, les 45. On peut même les refaire. On se dit, je fais un programme de 45 c'est jours. ça. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est, je pense, une belle invitation pour ceux qui veulent se lancer justement dans un réel travail pour reprendre finalement un peu le contrôle, même si c'est difficile de parler de contrôle aujourd'hui, mais le contrôle de sa santé, parce qu'on ne sait pas contrôler l'environnement, mais cet espace intérieur, il est à nous et il le sera toujours, et c'est à nous à justement en prendre soin. Même sans parler de contrôle, on peut dire reprendre soin de sa Voilà, santé. c'est Déjà beaucoup mieux. prendre soin et après, bon, ben, la santé va s'occuper d'elle tout de même, mais Voilà. on peut en prendre soin, l'aider cette santé à rester bonne. Exactement. En tout cas, un tout grand merci Thierry pour ton temps et pour ton partage. À toutes et à tous, merci pour d'avoir suivi cette interview. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouvel invité. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Et sinon, vous pouvez également vous abonner à ta newsletter sur ton site alors Thierry.
En fait, j'ai le site thierryjanssen.com et il y a une newsletter, effectivement. Et il y a aussi le site de l'école de la posture C'est ça, juste, hein, edlpj.org. Il y a aussi une newsletter. Et là, on est au courant de quand c'est il y a ça. quelque chose. Voilà. Parfait, ben, je mettrai toutes ces indications dans le descriptif. N'oubliez pas aussi la posture juste qui est vraiment, je pense, un must pour les entrepreneurs, les coachs, les indépendants, les freelance, parce que ça permet justement d'avoir un outil en plus si vous êtes déjà dans un développement personnel, mais même au niveau professionnel, c'est vraiment un outil très intéressant. Je vais On te... avait, tu sais, j'étais venu au Québec la dernière fois, j'aime beaucoup aller au Québec et à Montréal en particulier. Et en fait, j'étais venu avec le livre Écouter le silence à l'intérieur, il y a 3 ans. Et on s'était dit, on créera peut-être l'école au Québec. Et puis, bon, il y a eu le confinement et toutes ces choses-là, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Exactement, mais en tout cas, tu es le bienvenu. On n'hésitera pas à rester en contact si ce projet se développe. Merci beaucoup Thierry, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Merci à toi et bonne vie hein, en attendant. Oui, bah oui, à tous et toutes, voilà, prenez soin de vous et une très belle vie.